Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être ici pour ce talk sur le design instantané. Donc, je ne sais pas si le titre vous a parlé de prime abord. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on trouve pour l'instant. Donc, je vais vous demander de faire une petite expérience avec moi pour commencer tranquillement ce talk et de fermer tous les yeux. OK ? Vous pouvez tous fermer les yeux ? Vous êtes à Paris et il est 1h30 du matin. Demain, vous avez une réunion et vous êtes encore en train de faire la fête, en train de boire des verres. D'accord ? Ça va comme situation ? C'est pas trop dur à imaginer ? Vous arrivez à vous projeter ? C'est pas mal. C'est l'objectif. Et vous vous rendez compte que vous voulez rentrer chez vous, il n'y a plus forcément de transport, et il vous reste 3% de batterie. D'accord ? Vous voulez commander un VTC. Quelles sont les émotions ? Réfléchissez à les émotions qui vous viennent, à quelle est l'information que vous avez envie d'avoir à ce moment-là précis. 3% de batterie, 1h30 du matin, quelques verres, demain une réunion. D'accord ? Si vous ouvrez votre app et qu'on commence à vous dire « Hey, tu as oublié de noter le chauffeur de ta précédente course et finalement, regarde, on te file un code promo pour te livrer à manger. » Est-ce que ce n'est pas un peu gênant en termes de contexte et d'émotion ? D'accord ? Donc on va commencer, vous pouvez rouvrir les yeux, hein, vous pouvez revenir avec moi. On va commencer par ça pour parler justement du design pour l'instantané. Donc comment ça nous est venu justement le design instantané ? C'est que jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de design, quand on design une expérience, on a tendance à penser avant, pendant, après. Donc on va commencer à penser avant l'interaction avec le produit, pendant l'interaction avec le produit, et après, qu'est-ce qui se passe, quel est le feedback. Mais à l'aube de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, de la VR et des chatbots, on a besoin de changer un peu ce paradigme. Il y a une nouvelle ère qui commence, ça va être l'ère justement de l'instantanéité, de la communication et de l'information en temps réel. Il n'y a plus vraiment de début, il n'y a plus vraiment de fin. C'est-à-dire qu'on a notre smartphone, sans arrêt dans les mains, c'est devenu notre assistant personnel. Et ça fait 10 ans qu'il nous accompagne, qui nous a doucement accompagnés et qui commence à bien nous connaître. Et on a des interactions avec le produit assez régulièrement. Et avec l'intelligence artificielle, ce qui est plutôt sympa et ce qui commence à arriver, mais tout doucement, c'est la pertinence. Enfin, on commence à avoir des suggestions et des recommandations qui sont pertinentes, avoir une discussion qui peut être avec une intelligence artificielle. Ça arrive tout doucement. Donc ce avant, pendant, après, il est devenu finalement maintenant tout de suite. Et qui dit nouveau paradigme d'interface, donc on avait déjà eu les 3 derniers paradigmes avec Alan Cooper, ça nous donne aujourd'hui un nouveau paradigme, donc une nouvelle matrice, une nouvelle manière de designer. Donc c'est pour ça qu'on peut dire bonjour pour designer à l'instantané. Donc avant d'arriver et de vous expliquer la méthode de comment on peut designer pour l'instantané, je voudrais juste qu'on fasse on va faire un petit focus sur comment on en est arrivé là. Parce qu'en fait, avec Johan, donc mon associé, on a une start-up qui s'appelle Artisan, donc on fait de la réalité augmentée pour l'aménagement et la rénovation de la maison. Donc on est parti d'un constat très simple, c'est que c'est difficile de se projeter quand on fait de la rénovation et de visualiser dans le contexte. Et c'est à partir de ça qu'on s'est rendu compte qu'en travaillant avec la réalité augmentée et l'intelligence artificielle sur notre app, qu'on a été obligé de changer notre manière de designer. Donc là, ce talk-là, c'est un peu une bêta d'une nouvelle méthode qu'on essaye de pratiquer au jour le jour et qui va forcément évoluer dans les mois et les années à venir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé jusque-là? La première chose qui a changé, c'est notre rapport à la connexion. Je vous inviterai à aller voir le talk de Nicolas Vérité demain sur la conversation, c'est très intéressant. Donc notre rapport à la connexion, il a complètement changé. Je ne sais pas si vous vous souvenez des MSN à l'époque. Quand on se connectait sur MSN, on avait une pop-in et on nous disait dès que quelqu'un se connectait, dès qu'un ami se connectait, on nous le notifiait. D'accord ? C'était important de savoir que la personne était devenue en ligne, parce qu'on n'était pas en ligne tout le temps, on n'était pas tout le temps en connexion. Donc la connexion, elle était exceptionnelle. Il y avait des moments donnés dans lesquels on était en connexion. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que c'est exceptionnel d'être déconnecté. D'accord ? On est beaucoup plus souvent connecté, on n'est plus autant stressé pour envoyer un message, on sait que la personne l'a vu, l'a lu, on a toutes les informations sur sa connexion et de savoir à quel moment on peut discuter et converser avec lui. Deuxième chose qui a changé, c'est la data. Donc évidemment, c'est pas une surprise, on commence à nous connaître, on collecte énormément de data.
Et on est capable aujourd'hui de la réconcilier, de travailler avec différentes sources de données pour pouvoir en sortir des informations intéressantes sur des clusters ou sur des segments d'utilisateurs. Troisième chose qui a changé, c'est qu'on a de l'information partout, tout le temps, sans arrêt. Et si vous avez vu, je ne sais pas si l'année dernière vous étiez là, mais j'avais fait un talk sur les biais cognitifs. Et justement, comment on peut gérer cette surcharge d'informations et en quoi ça a un impact sur le design. Et du coup, voilà, on est vraiment dans ce côté sur-information. Donc on sait tout, même ce qu'on ne sait pas encore. Donc on a deux types d'informations qu'on doit gérer en plus aujourd'hui, nous, en tant que designers. C'est l'information réelle sur laquelle on est certain, et l'information prédictive. Donc on ne doit pas forcément la display de la même manière. C'est toujours notre tour. Quatrième point, c'est toujours notre tour. Donc ça veut dire qu'on est tout le temps à notre service. C'est la fin de l'attente. On attend de moins en moins. Les livraisons sont de plus en plus rapides. On a différents moyens d'avoir le même produit ou le même service. Et tout est disponible H24. Après la pub. Mais c'est quand même disponible assez rapidement. Et on a évidemment ce qu'on a parlé, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, le VR, qui va nous forcer à changer un peu notre manière de designer. Parce que par exemple, quand j'interagis avec un Google Home ou avec Siri, j'interagis à la voix, je demande une information. C'est quand même autre chose que de naviguer sur une page web dans laquelle je peux être distrait, où je peux commencer ma navigation en me disant tiens, si j'achetais une platine vinyle, et je vais finir avec une paire de Nike et un week-end à Barcelone. Absolument rien à voir avec l'objectif de départ. À la voix, c'est un peu plus compliqué, parce que si je demande à Siri de me trouver une platine, de me donner le nom de la meilleure platine vinyle sur le marché, et qu'elle me dit hey, est-ce que tu veux partir à Barcelone? Je lui dis bah non, genre, clairement, je t'ai posé une question, ça serait bien que tu me répondes correctement. Dernier point, on est passé à une espèce d'évaluation naturelle. Ça commence à devenir normal de noter tout le temps. Donc, on a l'habitude de noter les personnes qui nous rendent service, donc son chauffeur, quand on a un call center, dès qu'on a un appel sur la pertinence du conseiller, etc. Ça, ok. Mais on est noté dans les deux sens. Donc, si vous avez regardé Black Mirror, vous avez pu voir un peu la dystopie avec justement la notation entre utilisateurs, entre personnes. Donc, noter, commenter, recommander. Donc, qu'est-ce que tout ça, qu'est-ce que ce contexte a pu changer sur notre manière de designer? Aujourd'hui, on designait par anticipation ou par réaction, versus designer dans un continuum. C'est-à-dire que quand je design dans un continuum, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de début et de fin d'expérience. Je suis tout le temps dans l'expérience. Et en fait, la vraie différence, ça va être l'émotion que j'ai à un moment T. Et cette émotion, elle est extérieure. Elle est extérieure à votre produit ou votre service. Vous ne pouvez pas gérer l'émotion, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans ma vie et pourquoi je vais agir de telle manière à un moment A et de telle manière à un moment B. Et en karaté, on a quelque chose pour dire ça. Donc moi, je pratique le karaté depuis pas mal d'années. On a quelque chose qui s'appelle le sen-no-sen. Je ne sais pas si vous connaissez, si on a qui pratique les arts martiaux. Le sen-no-sen, c'est l'attaque dans l'attaque. Donc c'est l'instantanéité, c'est la bonne réponse au bon moment, la plus pertinente. Et du coup, c'est un travail qui se fait au fil des années et qui demande à la fois de connaître la technique et de se connaître ses émotions. Et bien là, c'est à peu près la même chose pour le design instantané. Donc on est passé des micro-moments, je pense que vous avez connu toute cette vague sur les micro-moments, il y a énormément de conférences, de talks très intéressants dessus, sur ces micro-moments sur mobile, de se dire comment on peut adresser dans une situation, quand je veux acheter quelque chose, quand je cherche une information, c'est pas la même chose quand je veux me rendre quelque part, au design de l'instant. Et le design de l'instant, il a d'autant plus d'importance parce qu'on est aujourd'hui sur des nouvelles technos qui arrivent qui nous permettent de nous libérer du temps. Donc on a l'A/B testing, je pense que vous connaissez, la personnalisation et tout ce qui est marketing automation. Toutes ces technologies aujourd'hui vont permettre de tester, d'A/B tester des scénarios, des interfaces, donc dans toute la partie, dès qu'on commence à parler des wireframes et des parcours. Donc l'AI demain, elle sera capable de tester en multivarié une multitude de modifications, donc des wordings, des visuels, la navigation, l'accès à l'information, sans que nous, en tant que designers, ce soit nous qui prenons la décision de se dire ce bloc-là, on le met là, ce contenu, on l'associe à tel visuel. Non, ça sera testé, on verra quelle est la performance sur le KPI observé, quelle est la meilleure performance, quelle est la meilleure combinaison. Donc notre plus-value en tant que designer, elle sera moins du côté de la conception, en tout cas de mon point de vue. En revanche, notre job, il n'a pas changé, on est des designers, l'objectif, c'est toujours de résoudre un problème. Donc si c'est de résoudre un problème, ça va être de se refocuser, d'avoir du temps en plus. Moi, je vois ça comme une opportunité d'avoir du temps en plus à passer sur la recherche utilisateur, à comprendre le pourquoi et les émotions de l'utilisateur.
Donc c'est comme ça qu'on en est venu au design de l'instantané. Donc le design dans l'instantané, c'est 3 choses. C'est de pouvoir sélectionner les bonnes informations, d'utiliser au mieux la data dans le contexte de l'utilisateur avec l'émotion. Et l'émotion, c'est au-delà de ce qu'on peut juste de se dire « Ok, je suis plutôt stressé, là je suis dans une situation où j'ai peur, etc. » Ça va être d'aller vraiment dans la compréhension de quel est le problème, quel est le besoin. Donc on a 3 leviers pour designer pour l'instantané. Le premier, ça va être les personas, une mise à jour des personas. Ça, on va s'en parler pendant un petit moment. La personnalisation, comment on travaille avec la personnalisation. Et le troisième, ça va être la mood de journée. Donc la mood de journée, c'est un peu comme la user de journée, mais qu'on a remodifié et qu'on a travaillé avec une petite matrice. Donc c'est vraiment les 3 leviers pour designer pour l'instantané. Donc si on commence avec les personas, un bref historique, je ne sais pas si vous savez, mais c'est Alan Cooper qui a créé le Visual Basic, donc qui était développeur, qui a en fait proposé, il était pionnier dans le logiciel centré utilisateur, et il a commencé en fait à faire cette matrice pour montrer à ses développeurs en fait le lien avec l'utilisateur, pour leur dire ok, en fait les utilisateurs ils ressemblent à peu près à ça, regarde les caractéristiques de ces utilisateurs là. Et en fait cette matrice qu'on connaît, elle n'a pas trop changé. Elle a été reprise par le marketing. Là, je vous ai pris un modèle standard d'un persona qu'on peut trouver sur le web. C'est toujours la même chose. C'est quelles sont ses motivations, ses freins, son niveau d'usage sur le web, sa personnalité, etc. Et ça n'a pas vraiment évolué depuis les années 70. Ce qui est quand même un peu gênant, parce qu'on a quand même connu différentes méthodes de design, mais on reste toujours avec le même type de persona. Donc, le persona aujourd'hui, c'est que du rationnel, c'est de la data, c'est du déclaratif. C'est-à-dire que vous avez fait de la recherche utilisateur, ou vous avez regardé vos analytics et vos data, et vous vous êtes dit, ok, donc mon persona, c'est plutôt quelqu'un qui a entre 35 et 55 ans, ses freins, ça va être ceci, cela, voilà ses motivations, et on reste sur des choses qui sont très cadrées. Sauf que quand on rencontre des utilisateurs et qu'on fait de la recherche en tant que designer, on a 2 types d'informations qui nous parviennent. On a des informations rationnelles, donc c'est ce que la personne dit, ce que la personne fait, ce qu'on observe, et des informations irrationnelles. L'irrationnel, c'est le premier feeling que vous avez quand vous rencontrez quelqu'un. D'accord ? Ce premier feeling-là, on ne le retranscrit pas forcément, parce qu'on se dit c'est subjectif. C'est subjectif, c'est ma perception, c'est pas quelque chose que je peux forcément partager. Et bien, ça, c'est pas forcément une réalité. En fait, je pense que c'est important de le partager, notamment d'en discuter avec l'équipe. Parce qu'on a 2 types d'informations. C'est juste que pour parler de ces émotions, aujourd'hui, en fait, c'est toujours difficile, parce que l'ère du langage n'est pas dans la même ère que les émotions. Donc pour s'exprimer, c'est compliqué. Donc ce nouveau persona, on va le faire en 3 étapes. Donc je vous donne la méthode. La première, ça va être prendre une photo. Donc je vais vous donner un exemple juste après. Le deuxième, ça va être de rassurer avec du rationnel, donc les données qu'on a actuellement. Et le troisième, on va se parler des types de personnalités de Carl Jung. Je ne sais pas si vous connaissez Carl Jung, les types de personnalités. On va pouvoir faire le test ensemble. Donc je commence par une photo. Donc ça, nous on commence comme ça avec Johan quand on parle de nos personas de notre startup en AR. On se dit voilà, quand on voit ça, qu'est-ce qui vous exprime ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Aujourd'hui, vous venez d'acheter cette maison, vous êtes en train de la rénover, vous devez choisir votre sol, sauf que ça ressemble à peu près à ça. Donc vous dites, bon bah ok, je vais aller en magasin pour choisir mon sol, ou je vais aller dans un Castorama, soit un distributeur spécialisé, soit dans une grande surface dédiée au bricolage, et je vais commencer à regarder les sols qui me plaisent et à les sélectionner. Très bien, si vous avez de la chance, vous repartez avec un échantillon qui est grand comme ça. D'accord ? Vous rentrez chez vous, vous voyez ça, et vous êtes là, et vous attendez. En disant, ok, bon bah, qu'est-ce que tu préfères ? Ok ? Si vous arrivez à prendre une décision comme ça, vous êtes assez fort pour vous projeter. Aujourd'hui, en fait, personne n'arrive à se projeter pour visualiser une texture dans un espace. C'est pas possible. Donc, quand on commence à raconter ça et qu'on discute avec nos développeurs ou nos techs, ça permet tout de suite de créer de l'empathie et de comprendre c'est quoi le problème, pourquoi on travaille. Le persona, c'est ça normalement. Le persona, c'est la synthèse de votre recherche utilisateur et ça va être le moyen de communiquer et c'est ce qui va driver la conception de votre produit ou votre service. Donc c'est important de vraiment comprendre quel est le problème qu'on essaye de résoudre et quelles sont les émotions associées. Là, la première émotion qu'on a détectée chez nos utilisateurs, c'est l'impuissance. C'est de se dire, bah, ok, là, j'ai bien la texture d'un côté, je suis chez moi et je n'arrive pas à imaginer mon sol.
Je n'arrive pas à imaginer comment ça va pouvoir s'exprimer derrière. Ensuite, vous faites un persona avec une matrice classique, donc pour les stats, pour récupérer la data et la donnée que vous avez par rapport à votre recherche utilisateur, ça, pas de problème. Et en dernier, on va terminer avec les types psychologiques de Jung. Donc les types Jung, donc Carl Jung, c'est un médecin psychiatre suisse, je pense que vous connaissez, donc il a créé les types psychologiques en 1920. Et en fait, ça a changé pas mal de choses parce que ça a permis, au lieu de reprocher aux gens leur comportement, de comprendre qu'on avait plusieurs manières d'arriver à résoudre un problème, en tout cas plusieurs manières de réfléchir et de concevoir une solution. Et en fait, ces types de personnalités, il y en a 16. Et ce qui est important dans ces 16 types de personnalités, c'est qu'il y a 4 équipes. Et ces 4 équipes, elles ne sont pas réparties pareil dans la population. Elles ne sont pas réparties dans la même proportion. Donc on a par exemple, une des équipes qui est les sentinelles, ou les gardiens, vous appelez ça comme vous voulez. Ils sont à plus de 30%. Par exemple, aux US, ils ont fait une étude, c'est plus de 30% de la population. Alors que d'autres représentent que 2 à 3% de la population. Donc c'est important, si vous arrivez à comprendre vos utilisateurs, comment ils fonctionnent, quel est leur process de décision, ou en tout cas comment ils résolvent un problème, ça va vous permettre derrière, quand vous allez devoir designer, de donner la bonne information dans le bon ordre au bon moment. Donc là, je vous donne un exemple d'un site qui doit s'appeler 16 personnalités ou chose comme ça, et qui vous permet, en fait, ils ont fait des petits dessins et qui vous permettent d'avoir une visualisation de 16 types. Donc les 4 équipes, c'est les rationnels, les idéalistes, les gardiens et les artisans. Et si vous voulez flasher, je ne sais pas si ça marche, hein, c'est peut-être un peu gros, mais si vous voulez flasher le code, vous pouvez faire le test. Ça prend 3-4 minutes et ça vous permet de savoir quel type de personnalité. Ce test-là, il a été repris, en fait, c'est le même test que MBTI, sauf que là, vous l'avez gratuitement sans l'étude, parce qu'à la base, c'est quelque chose qui était ouvert, en fait. C'était un test qui était ouvert. Hop, je laisse juste le temps que vous flashez. Vous allez voir, le site est affreux. Non, je vous préviens tout de suite. Hein. C'est des cases à cocher sur mobile, courage. C'est bon? Est-ce que ça fonctionne? Ouais. OK. Donc, quel intérêt finalement? Quel intérêt d'utiliser ces types de personnalités? Et surtout, la première question qu'on me pose à chaque fois, c'est de me dire, bah oui, OK, mais je ne veux pas faire passer un test à mes utilisateurs. C'est-à-dire que là, ça va être super long comme recherche utilisateur. Si d'abord tu leur fais passer un test pour savoir quel type de profil ils sont, pour après pouvoir récupérer de la donnée, c'est pas très scalable ton histoire. En fait, l'objectif, c'est de se dire qu'on n'est pas capable de retranscrire une émotion ou de retranscrire correctement ce qu'on a ressenti en regardant quelqu'un, ou en tout cas en rencontrant quelqu'un. En revanche, notre cerveau, il est très doué pour faire de la comparaison. Donc pour comparer 2 comportements, pour comparer 2 attitudes, et il est capable de se projeter, de dire OK, celle-ci ou celle-ci. Donc nous, ce qu'on a fait très simplement avec Johan, c'est qu'on s'est fait 16 cartes, 16 petites cartes avec les profils, donc des 4 équipes. Et quand on a fait de la recherche utilisateur avec notre équipe, on se rejoint et on se dit OK, les profils qu'on a vus aujourd'hui, c'était lesquels sur ces 16 cartes? Vous avez vu qui? Des analystes, plutôt des idéalistes, plutôt des sentinelles. Et en fait, votre cerveau, il va le faire super rapidement en disant ah, moi j'ai vu plus ce type de personne-là ou ce type de personne-là. Et en fait, on récupère de l'information irrationnelle, on la récupère de manière rationnelle et on peut l'utiliser derrière. Et en fait, sur ces profils-là, si vous regardez sur les différents sites, une fois que vous aurez fait le test, il y a une chose qui est hyper importante en tant que designer, c'est les 4 étapes qui permettent d'arriver à la résolution d'un problème. Donc on se dit par type, par quel médium vous passez pour résoudre un problème. Et au début, on se dit, bon, bah, on s'en fiche, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Bah oui, ça change quelque chose. De se dire, est-ce qu'en premier, vous prenez en compte l'avis des gens autour de vous? Puis après, vous faites votre logique personnelle. Puis vous regardez les faits. Et je ne sais pas, en dernier, vous regardez la logique, ou en tout cas le rationnel. C'est pas la même chose que quelqu'un qui démarre avec sa logique personnelle à lui et qui en dernier prend l'avis des autres. D'accord? Et ça va avoir un impact sur votre design derrière. Vous n'allez pas lui proposer le même prisme, la même porte d'entrée et la même information. Donc, je rappelle les 3 étapes de ce persona, de ce nouveau persona en tout cas, de cette évolution du persona. Ça va être on commence par une photo du problème, vraiment la situation du problème que vous allez pouvoir raconter. Il ne faut pas oublier que les personas, normalement, c'est la fin de la recherche utilisateur et c'est quelque chose que vous devez avoir une réunion, un kick-off ou ce que vous voulez avec votre équipe pour en discuter et échanger dessus avec la totalité des différents acteurs du projet.
D'accord? Donc c'est un moyen de communication qui est très important. Donc la photo du problème pour faire travailler son empathie tout de suite. 2, le rationnel avec les informations classiques. Et 3, le type de personnalité qui va nous permettre d'aller plus loin, notamment dans la personnalisation. Ça tombe bien, c'est la suite. Donc pour la personnalisation, pour personnaliser, il faut déjà connaître. Bon, ça c'est quand même assez simple. Si on ne vous connaît pas, c'est un peu difficile de vous personnaliser une expérience. Donc une bonne perso, c'est quoi? Personnaliser, c'est assez simple, c'est comme faire un cadeau à quelqu'un. C'est la même chose. Donc plus vous connaissez la personne, normalement, plus vous avez d'idées, c'est assez facile de lui faire un cadeau, ou en tout cas de trouver des choses qui peuvent être intéressantes pour lui. Autrement, on sait comment ça finit. On a des cartes cadeaux, du vin, voilà. Si vous avez ce genre de cadeau, c'est que soit on n'a plus d'idées pour vous, soit on ne vous connaît pas trop. D'accord? Donc, la personnalisation, donc personnaliser, c'est comme faire un cadeau. Et du coup, ce qui se passe, c'est que généralement, quand vous connaissez très bien quelqu'un et que vous lui avez fait énormément de cadeaux, il y a un moment donné, vous n'avez plus d'inspiration et plus d'idées. Et en ligne, c'est pareil. Avec vos utilisateurs, c'est exactement la même chose. Quand vous commencez à faire de la personnalisation, vous avez des idées en disant « Ok, super, c'est simple, les porteurs de cartes, ceux qui ont la carte de fidélité, on va leur faire tel type de code promo, ou on va leur afficher telle catégorie, ou on va faire ceci, cela. » Vous avez des idées de personnalisation. Et plus ça va dans le temps, au bout d'un an et demi, vous commencez à sécher, à plus avoir d'idées. C'est à ce moment-là qu'il va falloir refaire de la recherche utilisateur et que le persona va vous aider. Donc, qu'est-ce qu'on peut personnaliser? Du contenu, évidemment. Donc, le wording, les visuels, en fonction de votre segment d'utilisateur et la disposition du contenu. On peut personnaliser aussi la navigation et la hiérarchie de l'info. Et en troisième, évidemment, le moment et la façon dans laquelle on va afficher un message. Quelle est la forme de notre message? Donc on a eu un ère où on commence à tendre vers l'hyper-personnalisation. Donc on est passé d'une personnalisation très globale, qui était le marketing de masse en one-to-many. Ensuite, on est passé par une personnalisation par segment. Et maintenant, on essaye d'aller vers une personnalisation par user. Et ça, l'AI va pouvoir nous aider. C'est pour ça qu'on a besoin de changer un peu notre manière de designer. Donc une personnalisation, ça peut paraître simple, mais c'est assez complexe dans les faits. Parce qu'une mauvaise personnalisation, c'est quand vous avez un contenu pas pertinent ou qui ne vous correspond pas. Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un push ou une notif ou ce que vous voulez avec quelque chose avec un contenu qui ne vous correspond pas. Donc vous devez savoir quelle est l'audience, quel contenu vous allez lui afficher, sur quel canal, à quel moment et sous quel format. Ça fait beaucoup de choses. Et avec ça, vous avez une bonne personnalisation qui est pertinente et qui est engageante derrière. Donc on va juste passer rapidement sur les 3 intérêts côté utilisateur, parce qu'il n'y a pas que des intérêts d'un point de vue produit, ou en tout cas d'un point de vue entreprise, ça nous sert aussi d'un point de vue utilisateur. Le premier, c'est que prendre des décisions, c'est fatigant. C'est très fatigant, on économise de la charge cognitive grâce à la perso. Oups. Hop. On ne sait pas toujours ce que l'on veut. Deuxième point. Et le troisième point, normalement, c'est que ça nous permet de gagner du temps, quand c'est bien fait. Donc le premier, si on sait pas tout, si on prendre des décisions, c'est fatigant. Le premier intérêt, c'est que ça va nous permettre de faciliter le choix. Ça va nous classer les options selon nos intérêts, nous laisser que les options qui sont intéressantes pour nous. Évidemment, ça va nous faciliter la comparaison entre plusieurs produits et services, et ça va nous permettre de mettre les bonnes informations en avant. De se dire si vous êtes sensible au rating des autres utilisateurs, c'est pas pareil que si vous êtes sensible à des caractéristiques techniques. Vous n'avez pas le même profil. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, ce qui est sympa, c'est que ça va nous permettre de découvrir de nouveaux contenus et de nouveaux services. Donc, je prends l'exemple de Netflix. Normalement, vous savez, si vous avez Netflix, que les vignettes des séries qu'on vous propose, elles ne sont pas les mêmes en fonction de votre compte. C'est-à-dire que si vous êtes un utilisateur qui a regardé énormément de séries de comédie, on va personnaliser la première image des séries avec quelque chose qui vous ressemble à de la comédie. Versus si vous regardez des films d'horreur, vous n'aurez pas du tout le même type de vignette. Et le côté... Non, on va passer à la suite. Hop. Troisième objectif, donc agir rapidement. Donc dans le contexte, en fonction de la géoloc et notamment en contexte mobile, on est capable de vous pousser le bon contenu. On a évidemment tout ce qui est tracking de comportement on-site qui va nous permettre de se dire ok, est-ce que vous êtes pressé, pas pressé, quelle est votre intention, et de vous donner un score pour savoir si vous êtes dans l'achat ou non. Donc en résumé, une bonne stratégie de personnalisation, ça permet de faciliter le choix, ça permet de vous inspirer et de vous faire gagner du temps. Donc c'est une bonne expérience satisfaisante et engageante. En revanche, l'inverse est vrai. Une mauvaise personnalisation, c'est frustrante, c'est plutôt désengageante, donc ça vous complique le choix, ça disperse votre attention et ça vous fait perdre du temps. Un des exemples de ça, par exemple, c'est Copytop.
Ça m'est arrivé là, il y a pas longtemps, il y a une semaine. CopyTop, en fait, si vous êtes sur le site et que vous allez dans la catégorie commande rapide, livraison en 24 heures, donc c'est bien, il y a un item dédié. Donc moi je dis ok, je suis à l'arrache, il me faut absolument des nouvelles cartes de visite. Je vais dans l'item, je l'ajoute au panier, donc jusque-là tout se passe bien, je veux payer, et au moment où je vais payer, je déplace ma souris donc, vers le panier qui est à côté de la croix pour fermer l'onglet, il m'affiche une popine de rétention, comme si je voulais partir, en me disant ne pars pas, voici un code promo. Je fais, hein? Je suis allé dans la catégorie. Je suis dans la catégorie, j'ai pas le temps, je veux en 24 heures. C'est pas du tout le moment de m'afficher une popine de rétention avec un code promo. C'est complètement idiot. Moi, ce que je voulais juste, c'est me rassurer sur le délai, de me dire que j'allais bien l'avoir le lendemain avant midi. C'était tout ce qui m'intéressait comme information. Et ben non, du coup, ils m'ont fait économiser 20%. Bon, c'est sympa, mais c'était pas forcément ce que j'étais venu chercher. J'aurais été OK de payer le prix normal. Hein. Troisième et dernier point, la mood de journée. Donc on en vient au niveau des émotions. Donc ça va être de multiplier sa user journée par émotion. Donc l'idée qui nous est venue quand on a vu le film avec Vice Versa, je pense que je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, sur les émotions. Donc nous, ça nous avait pas mal d'idées d'un point de vue en design, on a pas mal joué avec. Et il y a quelqu'un, il y a un des designers qui a fait ça. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est une matrice justement avec les différentes émotions qui sont croisées. Donc vous avez tous les types d'émotions, et avec les petits personnages. Et on s'est dit, tiens, c'est sympa, et ça peut peut-être nous aider en termes de visualisation dans notre recherche utilisateur, ou en tout cas dans notre manière de faire des users de journée. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin finalement? Si on parle d'AI, d'émotionnel et de moments, eh ben on doit s'intéresser aux émotions. Et aux émotions qui sont extérieures au produit. Non pas, c'est la différence, c'est ce qu'on va voir après, c'est la différence avec le design émotionnel. Le design émotionnel, c'est qu'est-ce que votre produit va générer comme émotion. Là, c'est plutôt l'inverse, c'est quelle émotion vous avez en dehors de votre produit, à l'extérieur, et en quoi ça va avoir un impact sur votre expérience utilisateur. Donc pour tester, on a commencé à faire une petite grille qui est très simple, c'est de se dire, je fais mes étapes de ma journée, de ma user de journée normale. En dessous, je mets la data que je collecte à chaque phase. C'est hyper important parce que si j'ai pas de data, je peux rien faire. D'accord? Donc, quelle data j'ai en dessous chaque phase de ma user de journée? Je vous enverrai tous les supports si vous voulez. Et j'ai fait des exemples aussi que je pourrais vous donner. Et ensuite, on va faire comme en A/B test. Je ne sais pas si vous savez, mais en A/B test, on a un original et des variations. Et là, on a repris le même principe de se dire, j'ai ma journée qui est mon original. C'est si je n'avais pas d'émotion et que tout allait bien, voilà à peu près comment ça devrait se dérouler. Et voici les variations en fonction des émotions. Pour l'instant, moi, je travaille avec 3 émotions, parce qu'il y en a d'autres, le dégoût, par exemple, ça ne m'aide pas vraiment. Pour l'instant, je ne sais pas travailler avec. Je ne vois pas vraiment ce que je peux en tirer par rapport à mon service. En revanche, la peur et le stress, c'est la première émotion que je regarde, en disant si je me sens pas bien ou si je suis stressée par un événement extérieur, je ne sais pas, on peut se dire... vous avez un enfant, il est à la crèche, on vous demande de venir le chercher une demi-heure plus tôt, autrement ça ferme, vous êtes à l'autre bout de Paris, c'est une des choses qui fait que vous êtes stressé, vous êtes plutôt dans le même contexte. Donc on ne va pas vous aborder dans le produit de la même façon. Donc la variation, quel impact elle va avoir sur votre user de journée? Ensuite, vous avez évidemment la joie et la bonne humeur. C'est pas pareil si vous achetez je sais pas, une fringue ou n'importe quoi sur un site e-commerce parce que vous êtes de bonne humeur et du coup vous allez avoir envie, on peut vous pousser du cross-sell, on sait que ça va bien se passer. Versus si vous venez juste rechercher une dernière paire de chaussures pour un mariage le lendemain et nous faire livrer en 24 heures. Troisième variation, ça va être la colère. C'est-à-dire que si je suis énervé par un élément extérieur, ma patience va diminuer, bizarrement. Donc si de base, vous n'avez pas trop de patience, là, vous savez que vous êtes au seuil 0. Donc là, on va vous demander, vous allez avoir une expérience utilisateur qui a intérêt d'être parfaite, autrement c'est possible que le téléphone soit vol ou soit pas forcément dans les meilleures conditions possibles. D'accord ? Donc l'objectif, c'est que votre persona, vous le récupérez, et ça, vous allez l'ajouter après votre persona dans votre étude et votre recherche utilisateur. Et vous précisez le type, vous regardez votre type de personnalité. Je vous invite vraiment à regarder, à checker comment on peut jouer avec les types de personnalités de Jung. C'est vraiment hyper intéressant dans les users de journée. Hop. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le moment où on va pouvoir display, c'est qu'aujourd'hui, quand je vous ai récupéré la data, et voir ce que vous pouvez en faire, la data, derrière, comme personnalisation, en tout cas, comment on pouvait l'adapter aux différentes émotions. C'est un peu comme les micro-interactions. Je ne sais pas si vous avez vu la conf qui était sur les Web Today, là, je crois que c'était hier. Les micro-interactions, normalement, il y a 3 états. Il y a le signal pour dire à l'utilisateur « Hey, regarde, tu peux faire quelque chose », la réaction, donc l'action qui est attendue,
Et la troisième étape, c'est le feedback, c'est la récompense. Comment tu me récompenses d'avoir fait l'action qui était attendue. Et bien finalement, avec la mood journée, c'est un peu la même chose. En tout cas, avec le design instantané, c'est un peu la même chose. Il y a le signal de se dire « Ah, ok, on a de la data, on est capable de te personnaliser en fonction de tes émotions. » 2, la réaction, c'est quoi le produit ou le service, le contenu qu'on va te display. Et 3, comment on va personnaliser ce produit et ce service. Donc, en conclusion, on passe du design émotionnel au design de l'instant. Pour moi, il y a une différence, ça va être justement où est l'émotion. Est-ce que l'émotion est générée par le produit ou est-ce qu'on regarde plutôt l'émotion qui est à l'extérieur, qui a un impact sur vous à l'extérieur. Et du coup, on va changer dans la pyramide. Donc, si vous connaissez justement le livre sur le design émotionnel, il fait une pyramide en disant, OK, le premier step, c'est il faut que ce soit fiable. Le deuxième, que ce soit utile. Troisième step, c'est le bonus, il faut que ce soit agréable. Et bien là, on va passer pour le design de l'instant à 3 autres steps un peu différents. Ça va être 1, c'est pertinent. Ça, c'est le premier step et on n'y est pas encore. Hein. On n'est pas on n'est pas encore sur de la pertinence. Mais premier step, c'est 1, la pertinence. 2, c'est personnalisé. Super, enfin, ça va correspondre à ce que je veux. 3, je suis dans la confiance. Et si je suis dans la confiance, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser votre produit, votre service sans me poser de questions, en tout cas sans avoir de distance. Et là, c'est gagné. Et l'objectif pour moi, au-delà de ça, c'est quand on design pour l'instant, ce qui nous intéresse en tout cas pas mal avec Johan, ça va être de libérer du temps. C'est comment on peut gagner du temps sur des petites actions tous les jours. Si on me permet de faciliter mon choix, si c'est personnalisé, si on me trie les options au fur et à mesure, normalement, ça me libère du temps dans ma recherche. Tout le temps que je passe à chercher, le temps que je suis distrait à naviguer à droite à gauche, c'est du temps que je peux récupérer pour moi et faire autre chose. Okay ? Donc pour nous, l'objectif final, c'est toujours de faire gagner du temps et qu'on puisse passer plus de temps dans la vraie vie avec des vrais gens. Voilà. Merci.